mise aux personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et puis, il y a Colline qui est là, qui va pouvoir animer un petit peu le chat. Donc, vous pouvez lui écrire, poser toutes les questions. Elle récupérera ça en continu. Et je vous demande à tous et à toutes de rester en muet au moins pendant la première demi-heure. Et puis après, quand on commencera les questions-réponses, vous pourrez ouvrir vos micros. Donc, je suis très heureux d'accueillir Gabriel et Damien pour ce webinaire. Donc, Gabriel, donc, il se présentera tout à l'heure. C'est le 5e agriculteur à s'installer sur la 5e fève financée récemment. Et Damien fait partie des investisseurs de la foncière depuis quelques mois. Et donc, ben, on va s'organiser de la façon suivante. Je vais commencer par faire une petite présentation de fève pour rappeler un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, et pour que tout le monde soit un petit peu à la page. Et puis ensuite, on fera un petit échange avec Gabriel. Il nous expliquera un petit peu le projet qu'il a démarré et puis on pourra un petit peu échanger sur différents éléments. Et ensuite, on échangera également avec Damien. J'ai prévu quelques questions à lui poser sur son investissement dans la foncière et plus largement sur les raisons qui l'ont amené à faire ça. Je vous laisserai la parole ensuite pour que vous puissiez poser quelques questions pendant 20 à 30 minutes selon le temps qu'il restera. Avant de commencer, je voulais remercier Gabriel et Damien encore une fois d'être là et de pouvoir échanger avec vous tous et avec nous. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on organise ce webinaire dans le cadre de la semaine de la finance responsable, on est sur la fin de la semaine. Il y a d'autres événements qui ont lieu pendant cette semaine, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site de la semaine de la finance responsable. Si vous tapez sur Google, vous allez le trouver. Et vous pourrez voir d'autres webinaires sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vais commencer par fève. Donc, moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Vincent Cros. Je suis un des fondateurs de Fermes en Vie. Chez Fermes en Vie, je m'occupe plus particulièrement de toute la partie investissement. Et donc, c'est pour ça que c'est moi que vous avez face à vous aujourd'hui. Chez Fermes en Vie, donc on a décidé de créer cette initiative avec un objectif initial qui était d'accélérer la transition agroécologique, qui est la raison pour laquelle on s'est retrouvés tous les quatre, Astrid, Marc, Simon et moi, pour créer Fermes en Vie. Et en s'intéressant aux problématiques agricoles, on s'est rendu compte que quasiment la moitié des agriculteurs allaient partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment avoir un impact sur cette transition. Et on s'est assez rapidement dit que plutôt que d'essayer de faire changer les pratiques des personnes qui étaient en place, on allait essayer de faciliter l'installation de porteurs de projets qui souhaitent s'engager sur des projets agroécologiques. Donc, en s'intéressant à cette installation, on s'est rendu compte qu'un des principaux freins à l'installation, c'est l'accès au foncier et le financement de ce foncier, puisque de plus en plus d'installations se font hors cadre familial et que le foncier agricole, ça coûte cher. Pour vous donner quelques chiffres, une ferme moyenne en France, c'est 70 hectares. L'hectare moyen en France, il est à 6 000 €. Donc, si on prend juste des terres agricoles sur une ferme moyenne, même s'il y a de grosses disparités selon les activités qui sont développées par les agriculteurs, on arrive sur des montants de 400 000 €. Vous rajoutez quelques bâtiments et du matériel, des équipements, et on arrive sur des investissements qui sont proches du million d'euros pour pouvoir s'installer, ce qui est très difficile pour des jeunes qui veulent s'installer, et même des moins jeunes, parce que il faut avoir un certain apport pour que des banques puissent vous prêter de quoi financer ce million d'euros. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer une foncière. Cette foncière, elle a un objectif assez simple et un fonctionnement assez simple, qui est d'acheter des fermes pour ensuite les mettre en location à des porteurs de projets qui souhaitent s'engager sur des projets avec une dimension agroécologique forte. Et parce qu'on a, en discutant avec les différentes personnes
qui gravitent autour de l'installation agricole. On s'est rendu compte, et en discutant avec beaucoup de gens qui voulaient s'installer et d'agriculteurs déjà installés, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un besoin fort de propriété pour ces personnes-là qui s'installent. Et donc, on a décidé de donner une option d'achat pour qu'ils puissent devenir propriétaires à terme de leur ferme s'ils le souhaitent et s'ils en ont la capacité financière. Et pour financer cette foncière, on s'est rapidement dit qu'aller chercher de l'argent auprès de citoyens était certainement une bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent donner du sens à leur épargne, faire quelque chose de concret et d'utile avec cette épargne. Le fait d'investir dans du foncier agricole, c'est quelque chose qui est, alors, je ne vais pas dire sans risque parce qu'il n'y a aucun investissement sans risque, mais c'est un investissement qui est dans un actif tangible et qui donc sécurise les personnes qui investissent dans cet actif, surtout quand on regarde l'évolution du prix du foncier dans le passé, qui est très peu volatile et qui a progressé assez régulièrement dans le temps. Et donc, c'est un peu pour ces deux raisons qu'on s'est dit, ben, tiens, on va aller chercher de l'argent auprès de ces personnes-là pour essayer de financer ces projets et financer le foncier de ces projets. L'ambition qu'on a à horizon 3-4 ans, c'est de permettre l'installation d'une centaine de projets par an, ce qui est très ambitieux, parce on en est encore loin. Là, ça fait un an qu'on a installé nos premiers projets, et donc on va le voir juste après, on a financé 5 fermes à date. Et 100 fermes par an, ça reste encore une petite partie des fermes qui vont être cédées dans les prochaines années, puisque je vous parlais de la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite. Ça veut dire à peu près 200 000 exploitations qui vont être cédées dans les 10 ans à venir, ce qui veut dire à peu près 20 000 exploitations cédées par an. Donc, comme je vous le disais, depuis un an, on a permis l'installation de 5 premiers projets, principalement dans le Grand Sud-Ouest, parce qu'on est basé à Bordeaux. Et donc, on a commencé par cette région-là. On a collecté 4,2 millions d'euros aujourd'hui pour financer ces projets. On en a utilisé 2,7 pour financer ces 5 premières fermes. Et il nous en reste 1,5. Aujourd'hui, on a pas mal de nouveaux projets qu'on cherche à financer. Et on recherche entre 4 et 5 millions d'euros supplémentaires d'ici fin d'année pour pouvoir financer ces prochains projets. Alors, je vous affiche 2 exemples de projets pour vraiment, vous verrez que c'est des projets qui sont tous assez différents les uns les autres et qui sont, pour le coup, j'ai choisi 2 projets qui sont très différents de celui de Gabriel. Donc ça, c'est un des premiers projets qu'on avait financé en tout début d'activité. C'était il y a presque un an maintenant. C'est une forêt comestible dans les Landes sur 7 hectares avec donc une grosse diversité d'arbres et du maraîchage. Et donc, ce projet en est encore au démarrage, puisque ça fait un petit peu moins d'un an qu'ils sont installés et qu'il y a beaucoup d'arbres à planter, qu'il y a un gros sujet de récupération des eaux de pluie pour en faire des bassins, avec des travaux qui sont en train de commencer sur cette partie-là. Et donc, avec un objectif de produire à la fois des fruits et des légumes sur cette parcelle-là. Un deuxième projet qui est pour le coup, il n'est pas encore financé et c'est un des prochains projets qu'on va certainement financer. C'est un projet de grande culture dans les Landes, presque 200 hectares, qui était en monoculture de maïs jusqu'à présent en conventionnel. Et donc là, on a un couple qui va s'installer pour produire entre 10 et 12 céréales et légumineuses différentes qui vont produire en agriculture de conservation des sols d'abord, puis passer en bio dans un deuxième temps. Donc c'est assez intéressant parce qu'on part de terres qui sont vraiment très pauvres. Les terres, là, on voit la photo en bas à droite. Il y a assez peu de, il y a quasiment plus de haies. Il y a 1,2% de matière organique dans les sols. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer les choses. Le schéma de fonctionnement de la foncière, donc les personnes qui souhaitent investir dans la foncière deviennent actionnaires de la foncière. Cette foncière, elle est à capital variable. À chaque fois qu'une personne investit, le capital de la foncière est augmenté. Et on crée une structure pour financer chacune des fermes,
ce qui nous permet plus facilement de donner cette option d'achat aux agriculteurs dans un deuxième temps et de donner des droits particuliers, en particulier des droits de préemption aux agriculteurs qui s'installent sur chacune des fermes. La foncière étant gérée par Fermes en Vie, qui est notre société de l'économie sociale et solidaire. Puis la dernière chose que je voulais évoquer, c'est qu'on a un label qui est le label Finansol, qui est un label de la finance solidaire, qui est un label que je trouve assez intéressant puisqu'il il distingue des produits d'épargne solidaire. Donc, c'est des produits d'épargne qui ont en général pour objectif de faciliter ou d'accompagner des projets de l'économie sociale et solidaire. Et, donc, on a obtenu ce label en mai dernier et on est assez content de ce label. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a d'autres structures qui proposent des produits d'épargne ou d'investissement qui sont assez intéressants. Et donc, je vous invite à aller les regarder. Et puis, pour finir, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller, si notre action vous intéresse, pour investir, ça se passe sur notre site internet. C'est tout simple, tout se fait en ligne et c'est à partir de 500 €. Donc voilà, une fois que j'ai terminé un petit peu ce que je voulais vous dire sur FEV, n'hésitez pas après si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'en poser. Et je vais passer la main à Gabriel. Donc Gabriel, avant de commencer, donc je vous ai mis quelques éléments un petit peu sur cette page-là, avec des photos de la ferme et de Gabriel dans les champs. Et donc Gabriel, il a un projet d'élevage au vin, avec à côté de ça un projet d'agroforesterie. Et donc, Ah je oui. ne vais pas en parler beaucoup plus, je vais le laisser parler. Et première question que je vais te poser, Gabriel, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours avant l'installation et ce qui t'a amené à vouloir créer ce projet? Mais mon parcours avant l'installation, j'ai fait toutes mes études agricoles. Donc, j'ai fait un bac agricole et un BTS production animale. Après ça, j'ai voulu travailler sur différentes fermes un peu partout en France pour me faire un maximum d'expérience. Et après ça, j'ai été embauché comme technicien dans une coopérative technicien au vin. Donc, j'ai pu voir aussi tous les systèmes d'élevage de moutons dits différents, des plus ou moins intensifs et des bio et pas bio. Donc, du coup, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire et ne pas faire. Voilà. Ok. Ouais, et donc, ouais, je vais changer un petit peu l'ordre des questions que j'avais prévues. Et donc, justement, pourquoi tu as choisi de t'installer en bio et en quoi est-ce important pour toi? Alors, pour moi, le plus important, c'est de m'installer en faisant de l'agroécologie. Parce que bon, le bio, même s'il y a des questions éthiques derrière, ça demande certaines contraintes, notamment en élevage. Mais après, c'est des contraintes qui me dérangent pas spécialement parce que bon, c'est plutôt proche de ma philosophie. Voilà. Et quand tu parles d'agroécologie, c'est quoi ta définition? Enfin, c'est quoi ce que tu considères comme de l'agroécologie? Ben, c'est essayer de stocker un maximum euh, de carbone avec les pratiques qu'on met en place sur la ferme. Voilà. Et tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les pratiques. Alors, tu viens de commencer, mais les pratiques que tu envisages pour. Parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais donc Gabriel, il s'est installé il y a un Et mois 15 jours à maintenant. peu près. Ouais, 15 jours. C'est le tout début. Ouais. C'est quoi les pratiques que tu envisages justement pour. Eh ben, les pratiques que j'envisage, c'est essayer de nourrir mes animaux un maximum au pâturage, quoi.
et avec de l'herbe. Et aussi mettre en place de l'agroforesterie. Donc, plutôt ce qu'on appelle en intraparcellaire. Donc, ça sera planter des arbres plutôt que des haies, parce que la ferme de Puissac est déjà enfin, plutôt bien pourvu en haies naturelles. Donc, ça serait plus judicieux de planter des arbres en intraparcellaire, quoi. D'accord, ok, super. Et donc, tu prévois de les planter à partir de quand? Alors, parce que donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, tu as lancé une campagne enfin, qui est Ouais. déjà terminée maintenant sur Oui, Bluebees pour pouvoir financer justement la plantation de ces arbres. oui, c'est ça. Oui. J'ai fait une campagne de financement participatif avant de m'installer qui avait pour but de financer une partie du troupeau de brebis et des arbres aussi pour les planter en agroforesterie. Et donc, tu prévois de les planter quand? Alors, je vais le faire pas cette année parce que le planning est un peu court parce faut prévoir de commander des plants, de commander des protections. Donc, ce sera plutôt pour l'hiver prochain. Mais je vais essayer de planter sur une surface pour commencer sur environ entre 10 et 15 hectares. Et après, on verra par la suite ce que j'arrive à planter, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi euh, Fermes en Vie t'a aidé par rapport à ton installation? Euh, Ouais, alors Ferme Envie, ils m'ont aidé par rapport au prévisionnel. Alors, même si ils sont pas habilités pour faire le prévisionnel officiel, ça m'a permis de poser les chiffres et de savoir si ce que je voulais mettre en place était viable ou pas, et ce qu'il y avait à modifier enfin dans ce que je voulais faire pour que mon activité soit viable, quoi. Voilà. ok, Et ils m'ont pas mal aussi aidé sur la communication quand j'ai fait mon financement participatif, parce qu'ils ont fait jouer leur, euh, leur réseau et ça m'a apporté quelques contributeurs quand même. d'accord, super. Et la question qu'il y avait derrière aussi, c'est en quoi, enfin, pourquoi tu as choisi de t'installer avec Fèvre qu'est-ce que ça t'a permis de faire euh, Et en fait, moi, même si j'ai fait toutes mes études en agricole, je suis considéré comme hors cadre familial. Donc, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas exploitants. Donc, du coup, j'avais pas de ferme familiale à reprendre. Et quand j'ai cherché à m'installer, j'ai vite compris que ça allait être compliqué de financer une ferme ou alors vraiment sur des petites surfaces. Donc, je me suis orienté ensuite à chercher une ferme en location, et puis j'en ai pas trouvé parce que euh, aujourd'hui les fermes en location sont quand même assez rares. Donc, c'est en cherchant que je vous ai trouvé Ferme Envie. Et puis après, bon, voilà, j'ai visité plusieurs fois la ferme. Et puis après au fur et à mesure, en entamant les discussions, ce qui était proposé me, me convenait assez bien. Donc, voilà. Ok, super. Et c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Mais les prochaines étapes sur la ferme, ça va être de modeler en fait la ferme à mes pratiques, c'est-à-dire ben, segmenter un peu plus le parcellaire avec
avec des clôtures pour optimiser le pâturage et puis faire de l'agroforesterie. Après, il me reste encore pas mal d'étapes sur l'agroforesterie, notamment sur le choix des essences à mettre en place et, et sur la valorisation des arbres par la suite, quoi. Ouais. Et tu parles de segmenter un peu plus les parcelles. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ça sert à quoi de segmenter ces parcelles? Ben, en fait, ça sert à optimiser le pâturage, c'est-à-dire en gros, le but de segmenter, c'est de faire en sorte que l'herbe pousse plus et mieux, quoi. Ok, ok. Et tu as pour ambition de faire du pâturage tournant dynamique ou? C'est ça, ouais, c'est ça. C'est exactement Ouais, ça, ouais. ouais, ok. Mais souvent, quand les gens font du pâturage tournant dynamique, ils utilisent des clôtures amovibles. C'est ce que tu veux faire aussi, ou toi tu veux le faire avec des clôtures Oui, fixes? il y aura une partie en clôture amovible et une partie en clôture fixe. Euh, Après, ça va dépendre aussi de la plantation des arbres et de comment les prairies vont, vont réagir en fonction de la saison, quoi. Voilà. D'accord. Et enfin, pour faire le lien avec l'agroécologie dont on parlait avant et le pâturage tournant dynamique, si je ne m'abuse, hein, mais corrige-moi si je me trompe, ça permet également, en faisant pâturer les animaux de cette façon, de mieux stocker le carbone dans le sol. Oui, oui, c'est ça parce en fait, on stimule la pousse de la prairie quand on fait ce type de pâturage-là. Et du coup, qui dit pousse d'herbe dit photosynthèse. Et qui dit photosynthèse dit stockage de carbone. Donc, ouais. Ok. Ouais, j'ai une petite dernière question et puis après on va passer à Damien. Quelles sont les principales difficultés que tu attends dans les prochains mois? Bah, c'est c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre en forme ce que j'ai envie de faire sur l'exploitation, quoi. Voilà. Donc, tout ce qui est plantation d'arbres, la pose des clôtures, etc., quoi. Voilà. Ok. Ouais, et puis bon, pour information aussi pour tout le monde, on fait des travaux également dans la maison de la ferme. Et donc, j'imagine que ça va aussi te prendre un petit peu de temps parce il faut aller regarder ce qui est fait. Et oui, c'est ça, oui. C'est On a ça pas aussi. mal d'échanges ensemble sur le sujet, mais c'est toi qui es Ouais. sur place et qui voit les ouvriers au quotidien. Donc, ça doit aussi te prendre un petit peu de temps. C'est ça, Euh, oui. C'est ça, oui. Bah, écoute, merci beaucoup. Il y a des questions qui ont été posées, on les posera à la fin. Et on va passer à Damien. Salut Damien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en quelques mots? En enlevant le mute. Voilà. C'est bon, Merci. super. Je ne peux pas le faire moi-même, en fait. Ah d'accord. Bonjour, pardon. Donc, pardon, quelle était la question? Ouais, non, c'était juste te présenter en deux, trois mots, nous dire qui tu es. D'accord. Donc, je m'appelle Damien Tardieu. J'ai été chercheur dans ma vie pendant une dizaine d'années. Ensuite, dans la musique et la technologie. Et ensuite, j'ai créé une entreprise dans le même domaine que j'ai vendue à un grand du domaine. Et donc ça m'a pris une autre dizaine d'années. Et l'année dernière, j'ai arrêté de travailler dans ce domaine, donc pour l'entreprise Spotify aux États-Unis.
Et je me suis mis en fait à faire un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire aider avec mon temps ou financièrement ou les deux, des entreprises que j'essaie, enfin qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre, soit dans une transition écologique, soit dans la conservation de la biodiversité, soit, pour un des exemples que j'ai aussi, c'est dans un Internet un peu plus viable. Donc voilà, c'est à ça que je dépense mon temps. Aussi, j'aimerais bien me mettre plus dans l'économie circulaire. Ok, Voilà. d'accord. C'est quoi qui a généré enfin, parce que tu as vraiment fait un gros changement de cap, c'est quoi qui a généré cette prise de conscience écologique chez toi? Ça remonte à peu près au début de l'entreprise que j'ai créée en 2012, juste par des conversations, puis des vidéos, des livres, etc. De commencer à constater l'impossibilité d'une transition facile, et qu'il allait falloir changer vraiment beaucoup de pratiques, à peu près tout. Euh, et une fois que j'ai eu fini donc, cette histoire dans la musique technologie, j'en avais un peu marre de travailler dans la musique, ça faisait 20 ans. Et comme j'avais du temps et de l'argent, je me suis dit autant le mettre à disposition de quelque chose d'utile. Mais c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis donc un peu plus de 10 ans. Hmm, ok. Et, euh, alors pourquoi tu as décidé d'investir dans la foncière de Fèves? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, en étudiant les domaines qui ont de l'impact, ou qui pourraient en avoir, l'agriculture arrive assez vite, mais je me suis senti particulièrement incompétent dans le fait d'agir direct, de faire quelque chose directement moi-même. Mais par contre, je commençais à connaître un petit peu, je me suis pas mal renseigné sur le domaine. Et c'est à peu près à ce moment-là que je vous ai découvert, vers la fin de mon processus d'information. Et c'était le lancement un peu, hein, quand même, c'était en 2021. Je ne sais pas exactement quand vous êtes lancé, mais c'était pas très loin. Ouais. Et en gros, l'ensemble des valeurs qui étaient véhiculées dans cette foncière me plaisait. C'était assez pragmatique, même super pragmatique. C'était assez proche de ma compréhension des questions agricoles. Et, euh, et, euh, et c'était simple à mettre en œuvre aussi. Euh, non, c'est l'ensemble des choses. Voilà, en gros, c'était aussi l'idée de faire un placement qui soit à la fois utile et relativement sûr, tout de même. Euh, oui, en gros, euh, et puis oui, voilà, en termes de valeur et de pragmatisme, la diversité des exploitations que je constate maintenant, et le fait de pouvoir acheter pour les agriculteurs à la fin, enfin pas à la fin, au bout d'un certain temps s'ils en ont envie. Voilà. Hmm. Ok, super. Et en termes d'épargne ou d'investissement, qu'est-ce que tu as fait d'autre que ça? Est-ce que tu as fait d'autres investissements un peu de ce type-là ou un peu proche de ce genre de placement ou pas? En fait, oui, j'y travaille en ce moment, mais c'est assez difficile à trouver en réalité. Difficile. Disons, je ne sais pas comment dire. Mais par exemple, j'ai mis de l'argent dans une société qui essaye de détecter les fuites d'eau dans les réseaux des villes pour économiser l'eau à l'échelle d'une ville ou plus large que ça. J'essaye de chaque fois, oui, chaque fois que j'épargne, j'essaye au mieux
de le mettre dans un endroit qui corresponde à mes valeurs, mais ça reste quand même quelque chose difficile, ne serait-ce que les labels, alors à part Finansol peut-être, mais les labels ISR, etc., ont quand même beaucoup de problèmes. Et c'est difficile d'avoir confiance dans des labels qui vont dire que, je sais pas moi, une société qui fait du pétrole ou du charbon suit le label. C'est très étrange toujours. Ouais. Ouais, ça, c'est le label ISR qui fait pas vraiment d'exclusion en fait par construction. Voilà. Et donc, pour le moment, il faut encore quand même, si tu as vraiment envie que ça aille au fond, au bout de tes valeurs, faire attention tout le temps. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que, en fait, comment t'es arrivé à te poser des questions sur ton épargne? Parce que souvent, les gens, quand ils pensent transition écologique, ils pensent ben, je vais, je sais pas, changer mes habitudes alimentaires, réfléchir à comment je me balade d'un point A à un point B, et puis éventuellement, ils regardent tout ce qui est consommation énergétique. L'épargne, ça vient souvent un peu en dernier. Toi, c'est un truc que tu as tout de suite identifié. Tu as lu quelque chose qui t'a fait penser à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à penser à tes investissements et à ton épargne? Bah, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Encore une fois, c'est pas si simple de comprendre vraiment l'impact d'une épargne, en fait. Même si on prend, je sais pas moi, une assurance vie, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, je trouve. Ouais. Et oui, et puis c'est con, mais parce que je me suis retrouvé quand même à vendre ma société et à avoir une quantité d'argent non négligeable et à me poser la question de quoi en faire. Et c'était, dans tout ce que je fais dans ma vie, à part peut-être mes transports et la manière dont je me nourris, c'est probablement l'impact le plus gros que j'ai. Et puis en plus, il y a deux manières pour moi, parce qu'il y a la manière entre guillemets passive, donc faire de l'épargne, et la manière active de investir dans des projets auxquels je crois et éventuellement les aider avec mon temps. FEV, c'est quelque part entre les deux. Parce que je ne donne pas spécialement de temps, mais en tout cas, là, un petit peu. Là, mais tu nous donnes une heure, là. Voilà, c'est ça. Mais c'est pile entre les deux, quoi. C'est assez direct et en même temps, c'est un peu passif. Ok. Tiens, j'ai vu passer une question là qui posait la question sur la durée de l'investissement que ton investissement, tu l'envisages sur une durée de combien de temps typiquement dans FEV? Très long. Mais je vais l'augmenter, je pense. Enfin, c'est pas. En même temps, si j'étais vraiment purement rationnel, c'est un investissement qui peut aussi. Enfin, non, t'as pas expliqué La réduction d'impôt? les durées, etc. Mais Ouais, mais je peux l'expliquer peut-être maintenant. C'est vrai que quand les gens investissent dans la foncière, il y a une réduction d'impôt à hauteur de 25% du montant qui est investi et qui vient en contrepartie d'une obligation de conserver les titres pendant 7 ans. C'est-à-dire que nous, on n'empêche pas les personnes qui souhaitent sortir avant 7 ans de pouvoir désinvestir, mais en sortant avant 7 ans, ces personnes-là doivent rembourser leur réduction d'impôt. Donc c'est vrai que souvent, les gens qui investissent dans la foncière considère que c'est un investissement au moins à moyen ou long terme de minimum 7 ans. Voilà. mais en réalité, si on enlève l'histoire de la réduction d'impôt, comme c'est un placement assez stable et liquide, je vois, il y a pas, à part la réduction d'impôt, il n'y a pas tellement de contre-indications. J'ai l'impression de faire conseiller financier maintenant, mais il n'y a pas de contre-indication à en faire un placement court, quoi. À part, mais voilà, moi je le garde pour longtemps. Ok, super.
Non, bah, merci. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux gens qui nous écoutent là et qui n'ont pas encore participé, qui n'ont pas encore souscrit à la foncière? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire, je sais pas, pour leur donner envie? J'espère que c'est plutôt pour leur donner envie qu'autre chose. Enfin, déjà, tu viens de dire que tu allais peut-être augmenter ta participation, ce qui est plutôt positif. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Voilà, Mais, c'est ça, ça suffit. Non, non, bah, enfin, moi je vois le travail qui a été accompli depuis un an et quelques. ouais, on a commencé à travailler il y a 2 ans et les premiers projets ont été financés Le premier, c'était en août 2021. Ah voilà, c'est ça, donc un peu plus d'un an. Mm. Et donc, non, donc voilà, on va voir le travail qui est fait, etc. M'a donné envie de continuer et éventuellement d'investir plus. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. J'ai fini, moi, toutes les questions que je voulais vous poser, mais je vais prendre des questions que les internautes ont posées. Alors, il y a une question qui est à moitié pour Gabriel et à moitié pour moi. Alors, Colline, tu peux enlever redonner le micro à Gabriel aussi, s'il te plaît. Et donc, il y a une question qui concerne l'accompagnement technique sur la partie pâturage et agroforesterie. Je vais peut-être répondre déjà pour FEV, c'est-à-dire que nous, euh, on essaie d'accompagner les agriculteurs qui sont installés sur les fermes qui sont financées par FEV, euh, principalement sur des sujets qui ne touchent pas à la technique, parce qu'on considère qu'on n'est pas les plus à même de les accompagner sur ces sujets-là. Ça ne nous empêche pas d'avoir des avis, de les challenger, mais en général, sur la partie technique, on ne les accompagne pas. On essaie de passer un petit peu de temps sur d'autres aspects pour les accompagner dans certains cas sur la commercialisation ou sur des réflexions autour de la transformation de leur production. Et de temps en temps également sur la valorisation des externalités positives, en particulier le stockage du carbone, parce qu'on a la possibilité, un agriculteur qui stocke du carbone dans les sols peut se faire rémunérer pour ça, grâce au label bas carbone. Donc on essaie de les aider sur ces sujets-là, mais sur la partie technique, non. Gabriel, je sais que sur la partie agroforesterie minima, tu as prévu de te faire accompagner par une association. Oui, oui, c'est une association qui s'appelle Promo-E. Donc, c'est une association nationale en fait qui s'occupe d'accompagner les agriculteurs qui souhaitent faire de l'agroforesterie. Donc, ils accompagnent sur le plan technique, donc de décider où planter, quoi planter, et aussi ils accompagnent pour trouver les plants, les protections adéquates et sur la manière de planter. Voilà. Ok. Et sur la partie, sur le reste de l'activité, sur la partie pâturage et élevage, est-ce que tu es accompagné aussi? Alors, pour le moment, je ne suis pas accompagné parce que j'en ressens pas le besoin, mais après, enfin, dès que j'ai des questions à poser, j'ai des relations avec des éleveurs expérimentés, donc je me réfère à eux, quoi. Voilà. Ouais, surtout que c'était un petit peu ton rôle dans ta C'est ça, oui. entreprise avant. Avant de m'installer, oui, j'ai été pendant 2 ans et demi, j'ai accompagné des éleveurs au vin. Donc, je les conseillais techniquement et sur la conduite de leurs élevages. Hmm, ok. Et il y a une autre question qui t'a été posée sur le chargement en brebis que tu. Ouais. Peut-être explique ce que c'est que le chargement, parce qu'il y a des gens qui Oui, alors veulent savoir. le chargement, ça correspond au nombre de brebis qui sont présentes sur un hectare. Donc, en fait, le chargement en pâturage tournant dynamique, ça va dépendre de l'intensité de la pousse de l'herbe.
plus la pousse va être importante, plus le chargement devrait être important. Et inversement, si la pousse est quasi nulle, ben, il faudra mettre un chargement assez bas. Voilà. Ok. Et tu sais, aujourd'hui, tu n'as pas un ordre de grandeur du chargement que tu. Si, actuellement, bon, l'herbe repousse un peu parce qu'on a pris, il y a eu un petit peu de pluie. Donc, quand l'herbe pousse, on est environ à 100 brebis sur un hectare. Ok. Alors après, j'ai une question qui est plus pour moi, pour le coup. On me pose la question de savoir quelle est la différence entre Fev et une campagne de crowdfunding sur Mimosa ou sur Bluebees. En fait, des Mimosa ou Bluebees, c'est du crowdfunding pour financer en général une partie de la société d'exploitation des personnes qui s'installent. Et donc, Mimosa ou Bluebees, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à enfin, ça peut remplacer du financement bancaire ou venir en complémentarité du financement bancaire. Et ça vient également en complémentarité de ce qu'on peut financer, parce que nous, on va financer avec FEV uniquement du foncier agricole, mais on ne va pas financer tout ce qui est matériel, équipement ou cheptel, typiquement. Alors qu'en général, c'est ce que permet de financer Mimosa ou Bluebees. Alors, Mimosa ou Bluebees, ils le font sous forme de prêts ou de dons. Et c'est également souvent sur des montants qui sont quand même un peu plus faibles que ce qu'on peut faire quand on finance du foncier. Là, typiquement, sur la ferme de Cussac, où Gabriel s'est installé, l'investissement, il représente au total un peu plus de 500 000 euros avec les travaux. Donc, j'ai remis le son parce que ça avait disparu. Euh, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui on travaille justement avec Mimosa et Bluebees sur différents projets. Et typiquement, avec Gabriel, on a travaillé avec Bluebees. On a un autre projet sur lequel on travaille avec Mimosa. Et on a des actions qui sont tout à fait complémentaires. J'ai une autre question sur est-ce que FEF travaille avec des conseils, des cabinets de conseil en patrimoine. Euh, alors oui, on travaille avec quelques conseillers en patrimoine. Et alors pas avec tous, parce que on travaille qu'avec en général des gens qui sont convaincus de l'utilité de systèmes comme le nôtre et qui ont des clients qui sont aussi intéressés par l'impact social et ou environnemental. Mais donc, on travaille avec eux, on commence à travailler avec quelques-uns qui commencent à nous envoyer quelques personnes qui souscrivent à la foncière. Alors, j'ai d'autres questions. Alors, il y a une question. Pourquoi investir dans la terre agricole, c'est mieux que d'investir dans une startup de la tech for good, par exemple? C'est une question difficile, ça. Mais je vais te la poser à toi, Damien. Déjà, c'est vraiment pas du tout le même niveau de risque, à mon avis. Je ne vais encore pas m'engager sur cette chose-là, hein, parce que c'est genre carrément. Mais une startup Tech for Good pour rentrer en early stage, enfin, si c'est le genre de montant dont on parle, parce que sauf si c'est pour mettre 10 millions, mais si on investit très tôt dans une startup Tech for Good, enfin, le risque est énorme de tout perdre en fait. Si je dis pas de. Enfin, non, je sais que je dis pas de bêtises, mais Ouais. si c'est ça la question. Mais après, si on peut faire les deux aussi.
Ouais, moi c'est ce que j'aurais répondu. Je trouve que c'est complémentaire. C'est pas du tout le même type de risque. Investir dans une startup, on peut en effet tout perdre très vite. On peut gagner aussi potentiellement beaucoup plus. Mais après, c'est des choses que je trouve que c'est assez complémentaire en effet. Je pense que c'est un peu comme dans beaucoup de choses dans l'investissement. Ce qui est intéressant, c'est de diversifier ses risques et de diversifier ses placements. Et donc, pour moi, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais les deux sont intéressants en termes de diversification de patrimoine. Alors, il y a une autre question qui est sur le suivi des investisseurs. Est-ce que les investisseurs ils ont une vision autre que financière sur les fermes? Et la question derrière, c'est comment savoir si ça fonctionne. Alors oui, on essaye de donner des nouvelles sur ce qui se passe sur chacune des fermes. On ne va pas en donner toutes les semaines, mais on essaye de donner des nouvelles. Donc, il y a une newsletter qui est envoyée tous les mois. On essaye de donner des nouvelles sur ce qui passe sur chacune des fermes qui a été financée, sur les projets aussi qui sont en cours et qu'on est en train de regarder. Et on essaye de faire intervenir justement les agriculteurs de temps en temps. Donc là, vous avez Gabriel qui est là aujourd'hui. On avait fait un petit webinaire avant l'été avec Johan de la forêt de Higas pour qu'il nous explique un petit peu où il en était, ce qu'il faisait, etc. On en a un la semaine prochaine avec Camille qui s'est installée sur la ferme de Magnantru. Donc voilà, on essaye de donner des nouvelles de différentes manières. Et on essaie d'organiser également des événements sur site. Donc on a organisé une première visite de ferme il y a 15 jours sur la ferme de Magnantru d'ailleurs, où il y avait une quinzaine ou une vingtaine d'investisseurs qui sont venus sur place. D'ailleurs, de gens qui avaient investi dans la foncière et d'autres qui n'avaient pas encore investi. Et donc voilà, donc on essaye en tout cas de donner des informations. Il y a une autre question sur outre les impacts environnementaux et sociaux positifs générés par les projets soutenus par la foncière, quel est le rendement financier attendu sur 7 ans? Est-ce que la foncière prévoit de verser des dividendes? Alors non, la foncière ne prévoit pas de verser des dividendes. Malgré tout, il y a un rendement financier qui est espéré. Le rendement, il se fait sous forme de capitalisation, c'est-à-dire que c'est la foncière qui va avoir une valeur qui va évoluer, enfin le prix de la part de la foncière va évoluer avec le temps. Ça peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Et ça évolue grâce à deux choses. La première, c'est les loyers qui sont payés par les agriculteurs, qui sont des loyers de marché. Donc, faut savoir que c'est des loyers assez relativement faibles. Et la deuxième chose, c'est l'évolution du prix du foncier. Comme je vous disais tout à l'heure, l'évolution du prix du foncier a évolué un petit peu avec le temps, s'apprécie avec le temps depuis une vingtaine d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne une option d'achat aux agriculteurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on leur donne une option d'achat sur une formule qui est déjà définie, qui est la suivante. Si on a acheté la ferme à 100 en année 0 et qu'elle vaut 115 en année 7, on leur donne une option d'achat à 107,5. C'est-à-dire qu'il y a un partage de la plus-value qui est fait entre l'agriculteur et l'investisseur. Et alors pour plein de raisons, hein, mais parce qu'on considère que ça nous semble plus juste de le partager, parce qu'on considère que si les terres ont pris de la valeur, c'est aussi dû au travail de l'agriculteur. Et l'objet premier de la foncière, c'est un objet environnemental et social, donc ça nous paraissait normal de le faire comme ça. Et donc, une fois que j'ai dit tout ça, ce qu'on attend environ de la revalorisation de la part annuelle, c'est à peu près du 2% par an, qui viendra donc s'ajouter à la réduction d'impôt. Voilà, c'est à peu près ce qu'on vise. Alors, j'ai la question d'après. Je suis désolé, je prends les questions qui viennent dans l'ordre. N'y a-t-il que des investissements sur des projets d'installation ou aussi pour soutenir des transformations, passage de production du maïs à l'herbe, par exemple? Alors, jusqu'à présent, on s'est intéressé essentiellement à l'installation. On n'a pas eu de projet de transformation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même la foncière, elle ne peut financer que du foncier, donc des terres et des bâtiments. Et donc, sur de la transformation, pour transformer
une exploitation existante, il pourrait y avoir des cas où l'agriculteur en place pourrait avoir besoin de financer une partie de son foncier pour récupérer de l'argent, pour pouvoir utiliser cet argent pour effectuer d'autres investissements. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas vraiment concret qui s'est présenté. Donc pour l'instant, on n'a pas regardé ce genre de choses. Après, il y a quand même déjà pas mal de choses à faire sur l'installation. Donc, on a déjà un peu de boulot là-dessus. Donc après, on ne s'empêche pas de le regarder au cas par cas si on a des besoins de ce type-là. Et la même personne me pose des questions sur est-ce qu'on fait des investissements de type share milking? Et ça, non, on n'en fait pas. Voilà, on n'en fait pas. J'ai une question de Benoît Bonnefoy sur est-ce qu'on nous classe dans les startups? Je ne sais pas ce que c'est qu'une startup. Est-ce qu'une startup, c'est une jeune PME? Si c'est le cas, oui, on est une startup. Est-ce qu'une startup, c'est quelque chose qui doit faire de la tech? Auquel cas, ce qu'on fait, c'est pas ultra tech. Même si on a également développé une plateforme, on est en train de développer une plateforme à destination justement de l'installation agricole qui a pour objectif de fournir des contenus et des services pour faciliter l'installation agricole, qui s'appelle La Grange. Vous pouvez le retrouver sur notre site. Mais donc, ouais, je ne sais pas si on doit nous classer dans les startups ou pas, mais je considère que plutôt oui. Mais voilà, après, je ne sais pas s'il y a vraiment une définition de ça. Alors, il y a une question également sur la taille minimum d'une ferme qui permette à un exploitant de vivre aujourd'hui. Donc là, peut-être que je peux retourner la question à Gabriel, mais je pense que ça dépend beaucoup du type d'agriculture, parce que si on est sur du maraîchage ou de l'élevage, c'est très différent. Je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, ben c'est tout à fait ça. Ça va dépendre du type de production qui est mise en place, quoi. Voilà. Si on fait du maraîchage, on n'aura pas besoin de beaucoup de surface, et à contrario, si on fait de l'élevage, on en aura besoin d'un peu plus, quoi. Voilà. Ouais. Parce que toi, par exemple, ça, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, tu as combien de. C'est quoi la surface que tu vas exploiter? Alors, c'est 66 hectares. Ok. Et tu considères que ouais, 66 hectares, c'est un minimum, c'est bien, pour Ben, pouvoir s'en sortir. en fait, en élevage bovin, même si on est en circuit court, hein, comme ce que je souhaite faire, hein, il faut quand même un minimum de brebis pour produire un minimum d'agneaux par la suite, quoi. Voilà. Mm. Donc, aujourd'hui, pour qu'un exploitant vive convenablement de son métier, il faut que s'il a que les brebis sur l'exploitation, il faut qu'il compte entre 250 et 300 brebis, je dirais, en circuit court. Ok. Ce qui veut dire à peu près 60 hectares, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Et en effet, ouais, sur du maraîchage ou sur du maraîchage, on peut s'installer sur 1 hectare. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Et d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, mais sur le projet de la ferme de Cussac, il y a 2 maisons et il y a potentiellement une parcelle qui pourrait être exploitée par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu le projet là, c'est dans un deuxième temps, de trouver cette autre personne pour venir s'installer sur une petite parcelle qui fait quelques hectares et que Gabriel est prêt à laisser justement à une autre personne qui pourrait venir développer un projet complémentaire qui pourrait être du maraîchage typiquement. Oui, c'est ça. Et avec, ce qui est intéressant, c'est que même en termes il y a pas mal de synergies à créer entre ces deux activités, à minima sur la commercialisation, et puis Oui, peut-être même sur la fertilisation aussi des sols pour le maraîchage. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut envisager. oui, oui, tout à fait.
Alors, j'ai une dernière question sur les leviers pour passer à plus de 100 projets par an. Pour passer à 100 projets par an déjà, parce qu'on on est encore loin. Alors, en fait, on a deux problématiques, nous. C'est à la fois d'identifier des projets intéressants et de collecter l'argent pour pouvoir financer ces projets. En tout début d'année, on avait un petit peu d'avance sur la collecte. Là, on a perdu cette avance parce qu'on a beaucoup travaillé sur le terrain, surtout mes collègues qui ont beaucoup travaillé sur le terrain pour mieux se faire référencer de tous les acteurs de l'écosystème qui touchent à l'installation agricole. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de projets qui nous arrivent par des personnes qui souhaitent s'installer sur des projets qui nous semblent intéressants, viables économiquement et conformes à la charte agroécologique qu'on a définie. Et donc là, aujourd'hui, on est plutôt un petit peu en retard sur la collecte. Il faudrait qu'on accélère sur la collecte. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait besoin de 4-5 millions d'euros supplémentaires d'ici fin d'année si on veut financer tous ces projets-là. Et donc, pour arriver à 100 projets par an, il faut qu'on continue à avancer à la fois sur l'identification de projets intéressants et le financement. Donc, sur cette partie financement, on continue, on essaye de communiquer un petit peu plus largement, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas fait grand-chose, on avait juste utilisé les réseaux sociaux et un petit peu de référencement naturel sur Internet. Donc, on est en train de lancer des opérations de communication et on a des échanges également avec quelques investisseurs institutionnels qui pourraient venir compléter les financements qu'on perçoit auprès de particuliers. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'auprès de pour toucher également ces particuliers, on a également de plus en plus d'échanges avec des conseillers en gestion de patrimoine, que je reboucle sur une question de tout à l'heure, qui également pourraient nous permettre de toucher des gens qui ont un petit peu d'épargne à placer et qui s'intéressent pour diversifier leur placement à ce genre de placement qui a un impact fort. Voilà, écoutez, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, il est 13h30, ça fait 1 heure. Je vous remercie, Damien et Gabriel, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à parler de Fermes en Vie autour de vous, en tout cas, justement pour qu'on arrive à passer à ces 100 projets par an et avoir un peu plus d'impact. On a besoin de monde. Merci beaucoup et bon après-midi. Bon après-midi. Merci, au revoir. Salut, au revoir.